La méthode de Newton permet, sous certaines conditions, de résoudre une équation f de x égale à 0. Nous verrons tout d'abord l'idée de la méthode. Vous verrez que le principe est très simple. Après avoir compris l'idée, nous verrons quels sont les calculs à effectuer et nous ferons un exemple. Ces trois premières parties seront accessibles au niveau lycée. Nous utiliserons des suites et la dérivation. La quatrième partie sera consacrée à la démonstration d'un résultat. On va montrer que la méthode fonctionne. Le niveau mathématique sera un peu plus élevé. Et enfin, je donnerai quelques compléments. Il s'agira d'autres cas où on peut utiliser la méthode de Newton ou quelque chose d'analogue. Commençons par l'idée générale. Je considère une fonction f qui s'annule. Je cherche à calculer une valeur approchée d'un zéro de cette fonction, c'est-à-dire une solution de l'équation f de x est égal à 0. Alors il faut que f satisfasse certaines propriétés, mais on verra ça au fur et à mesure. L'idée, c'est que je pars d'un point x0, du domaine de définition de la fonction, et je trace la tangente à f en x0. Il faut donc que f soit dérivable. Et je regarde l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Il faut donc qu'il y ait une intersection. Et à partir de ce point d'intersection, appelons-le x1, je recommence. Je trace la tangente, et ainsi de suite. Alors là, j'ai commencé avec un exemple où ça se passe très bien, mais en fait, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Tout d'abord, il ne faut pas qu'on ait une tangente horizontale au cours du processus. Ensuite, si la fonction s'annule plusieurs fois, on ne sait pas vers quel zéro la méthode va nous emmener. Sur cet exemple, la méthode converge, mais pas vers le zéro le plus proche du point de départ. Et en fait, il est même possible que la méthode diverge. Voilà un exemple où la méthode alterne entre deux points. Passons maintenant au calcul. On veut une suite qui converge vers la solution ou une solution. Bon, on ne sait pas trop pour le moment, on s'en occupera plus tard. Quelle est l'expression de la suite récurrente de la méthode de Newton? Eh bien, on part d'un point x0, et connaissant xn, on calcule xn plus 1 par la formule xn plus 1 égale xn moins f de xn divisé par f' de xn. Alors en fait, cette formule vient de l'équation de la tangente au point xn f de xn. En prenant x égale xn plus 1 dans l'équation de la tangente, on doit avoir y égale à 0 par définition de xn plus 1. Et avant de réfléchir à quand est-ce que cette suite converge, on va d'abord calculer des valeurs approchées de racine carrée de 5. Pour cela, il nous faut une fonction qui s'annule en racine carrée de 5. Je vais utiliser la fonction x au carré moins 5. Alors il y a une autre fonction, plus simple, qui s'annule en racine carrée de 5, c'est x moins racine carrée de 5. Sauf que mon objectif étant de calculer racine carrée de 5, il ne faut pas que les calculs nécessitent de connaître cette valeur. Bien sûr, la fonction x carré moins 5 s'annule aussi en moins racine carrée de 5. Mais on sait à quoi ressemble le graphe de cette fonction. Et on comprend qu'en démarrant la méthode avec x0 strictement positif, ça va fonctionner. Alors avec x0 strictement positif et pas trop proche de 0 pour que la première tangente soit franchement inclinée. Par exemple, en débutant avec x0 égale 1, on devrait obtenir une bonne approximation des x2 ou x3. Quelle est la suite de la méthode de Newton dans ce cas? Eh bien, c'est la suite xn, définie par x0 strictement positif, je vais le prendre égal à 1, et xn plus 1 égale xn moins xn au carré moins 5, divisé par 2xn. Voici une valeur approchée de racine carrée de 5, fournie par l'ordinateur, qui va nous servir de référence. Et voyons ce que valent les premiers termes de la suite xn. x1 vaut 3, x2 environ 2,3, donc à x2 on a le chiffre des unités qui est correct. Pour x3, on est déjà précis au centième, on a 3 chiffres corrects au total. Pour x4, on a 6 chiffres corrects,
c'est-à-dire qu'on a doublé par rapport à l'étape d'avant. Et pour x5, on en a 13. On gagne extrêmement vite en précision. Ça fait plus que doubler à chaque itération. C'est là un point fort de la méthode de Newton. Elle a une convergence quadratique, à condition de débuter suffisamment proche de la solution. Et c'est ce que l'on va démontrer maintenant. Je considère une fonction f de classe C2 sur un segment CD à valeur réelle. Alors le fait que la fonction soit C2 n'est pas apparu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas nécessaire pour mettre en œuvre la méthode, on n'a pas besoin de calculer une dérivée seconde pour ça, mais pour démontrer un résultat de convergence quadratique, on va en avoir besoin. Je suppose aussi que f de C est strictement négatif et f de D strictement positif. Ça, c'est pour être sûr que f s'annule sur CD, puisque f est continu. Et je suppose que f' est strictement positive sur CD, pour que f ne s'annule qu'une seule fois sur cet intervalle. On pourrait avoir un truc comme ça. Et avec une fonction comme celle-ci, vous remarquerez qu'il est possible que la méthode sorte de l'intervalle CD. C'est un point que l'on va devoir gérer. Alors, quelques notations supplémentaires. Je note A l'unique 0 de f sur CD. Et je note grand F la fonction de récurrence de la méthode de Newton. Alors, en toute généralité, si xn converge, c'est forcément vers un point fixe de grand F, parce que grand F est continu, donc vers A. Voici ce qui est en quelque sorte le résultat principal concernant la méthode de Newton. Il existe un intervalle centré en A, qui est stable par grand F, et pour tout x0 dans cet intervalle, c'est-à-dire quand on débute dans cet intervalle la méthode de Newton, et bien la suite xn converge vers A, et en plus cette convergence est d'ordre 2. La démonstration de ce résultat est plutôt instructive. C'est un bon exercice de mathématiques post-bac, je dirais bac plus 2 environ. On va utiliser une formule de Taylor. C'est pas long à démontrer, mais c'est assez technique. Alors on ne va pas commencer par chercher le alpha tout de suite, on va plutôt chercher à établir une inégalité du style de la convergence d'ordre 2. Allons-y. Je pars d'un x quelconque dans le segment CD et je regarde grand f de x moins a. Comme ça, quand je prendrai x, un terme xn de la suite, eh bien grand f de xn, ce sera xn plus 1. Grand f de x moins a, c'est x moins a moins petit f de x divisé par f' de x. Et ça, eh bien c'est égal à x moins a moins f de x moins f de a, puisque f de a est égal à 0, divisé par f' de x. Et ensuite, je mets tout ça sur le même dénominateur, f' de x. L'idée, en fait, c'est de faire apparaître un début de formule de Taylor. Alors, quelle formule de Taylor? Eh bien, l'égalité de Taylor-Lagrange. C'est là que j'utilise le fait que f est de classe C2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Posons C égale le max de valeur absolue de f seconde divisé par 2 fois le min de valeur absolue de f'. Alors, f' et f seconde sont continus sur le segment CD, et une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Donc le max et le min sont bien définis. On obtient ainsi une majoration de la valeur absolue de grand f de x moins a, et en fait ça c'est le point clé finalement de la démonstration. Maintenant, on va choisir un alpha qui marche bien. Voici une possibilité. Alors pourquoi est-ce qu'on prend un truc pareil? Il y a 3 termes dans le minimum. En fait le premier, 1 sur 1 plus c, va faire en sorte que c fois alpha soit strictement plus petit que 1. On l'utilisera juste après. Et les deux autres termes, valeur absolue de C-A, valeur absolue de C-D, combinés au 1,5, nous assurent d'avoir I inclus dans le segment CD. En fait, le C alpha strictement plus petit que 1 nous assure que l'intervalle I est stable par F. À ce stade-là, on a presque terminé. On a bien l'intervalle stable par F et on a l'inégalité de la convergence d'ordre 2. Mais on n'a pas encore montré que la suite xn convergeait vers A. Pour cela, il suffit de réitérer la dernière inégalité et d'utiliser le fait que c fois alpha est strictement plus petit que 1. Comme ceci. La démonstration est terminée. Alors, quand on a fait les représentations graphiques, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un cas où la méthode de Newton va en fait très bien fonctionner. C'est quand on a affaire à une fonction convexe. Dans ce cas, l'intervalle AD est stable par F et on a une suite strictement décroissante ou constante.
si on débute directement sur le 0. Alors dans cette proposition, je suppose que j'ai une fonction strictement convexe, puisque je suppose que la dérivée seconde est strictement positive. Vous allez voir qu'en termes de démonstration, c'est beaucoup plus simple. Je me place cette fois-ci x dans AD. Alors sans avoir besoin d'utiliser notre nouvelle hypothèse sur la dérivée seconde, on a en fait déjà que grand f de x est strictement plus petit que x. Mais maintenant, avec notre nouvelle hypothèse, on a aussi que grand f de x est strictement plus grand que a. Donc, pour tout x dans AD, grand f de x est strictement compris entre a et x. Donc, l'intervalle AD est stable par f, et comme xn est décroissante et minorée, elle converge. La démonstration de la convergence est plus simple dans ce cas-là. Terminons cette vidéo par quelques compléments. On peut utiliser la méthode de Newton dans d'autres circonstances, notamment avec des fonctions de plusieurs variables. Dans l'idée, il faut juste remplacer la dérivée par la différentielle. Alors ça c'est l'idée, mais après pour démontrer un résultat précis, c'est beaucoup plus compliqué que le cas réel. Voici un théorème qui est l'analogue de la proposition principale que nous avons vue dans le cas réel. On suppose d'une part que la différentielle de f prise dans le 0 x bar est inversible, et aussi que la différentielle est k-lipschitzienne dans une certaine boule centrée en x bar et complètement incluse dans oméga. Alors, eh bien, on va pouvoir définir notre suite de Newton. Alors, pas forcément dans la boule centrée en x bar et de rayon delta, peut-être qu'il faudra prendre un rayon plus petit, mais on pourra et on aura une convergence quadratique. On peut aussi utiliser la méthode de Newton en arithmétique, ça s'appelle le lemme de Hansel. Alors ici, on approche un 0 d'un polynôme, pas de n'importe quelle fonction. Et ce lemme, vous pouvez le trouver écrit sous plein de formes différentes. Ici, j'en ai choisi deux. Très souvent, ça parle d'entiers péadiques, mais j'ai quand même trouvé une version pour ceux qui ne savent pas ce que sont les entiers péadiques. J'ai appelé ça la version hyper accessible, mais bon, il faut quand même avoir fait un peu d'arithmétique. Je prends un polynôme à coefficient entier, un nombre premier p et un entier strictement positif. Et on suppose qu'il existe un entier x qui va être en quelque sorte le 0 que l'on cherche à approcher. Alors il existe y qui approche en quelque sorte x. C'est proche pour la distance péadique en fait. Vous pouvez prendre y égale x moins grand P de x z, où z est tel que zp' congru à 1 modulo p puissance n, c'est-à-dire z c'est un inverse de p' de x modulo p puissance n. La deuxième version que je vous montre est beaucoup plus classique, mais ça demande un plus gros bagage mathématique. On se place dans l'anneau entier d'un corps valué, typiquement un anneau entier péadique. Et bien sous certaines conditions, on peut approcher une racine de p au moyen de la méthode de Newton. Alors il y aurait encore d'autres choses à dire sur la méthode de Newton, sur sa programmation effective et sur l'erreur d'approximation, notamment pour les fonctions de plusieurs variables, mais je vais m'arrêter là.